Comprendre le concept de la non-violence éducative et son applicabilité dans le contexte béninois, chers amis, je vous le disais à l'entame de l'émission, c'est le thème de la mini-discussion de ce matin sur Matin d'Eden, sur Eden TV, sur Diaspora FM. Il s'agira pour nous avec nos invités, Monsieur Apollinaire Jacquel Haro, qui est socio-anthropologue. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur le journaliste. Et également avec le directeur Euseb Patingvo, qui n'est plus à présenter, enseignant à la retraite, un quasi, on va dire, consultant permanent en question d'éducation sur Eden TV et sur Diaspora FM. Directeur, bonjour. Bonjour Ahmed, amis téléspectateurs, bonjour. Toujours un plaisir on va dire, de faire de la radio et de la télé avec vous et d'aller s'abreuver à la source que vous constituez. Comme le bon militaire prêt à recommencer avec sourire aux lèvres. N'est-ce pas? Comme qui dirait, c'est une mission républicaine. Oui. Alors, on va parler donc de nos violences éducatives. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on nous parle évidemment de zéro chicotte à l'école, par exemple. C'est quelque chose que auquel vous êtes habitué forcément, directeur Patingvo, et ce n'est pas M. Apollinaire Jacquel qui me dira le contraire. Zéro chicotte donc à l'école, mais également à la maison pour ce qui est de l'éducation des enfants. Il s'agit pour nous d'essayer de comprendre, à proprement parler, ce qu'on entend par le concept de la non-violence éducative. Directeur Patingvo, que doit-on comprendre par là? Bon, je pense que la non-violence éducative, c'est l'opposition de la violence, de la correction, je dirais, du châtiment corporel et des châtiments aussi en matière de parole vis-à-vis de son partenaire, parce que dans l'éducation, il faut être deux pour qu'il y ait éducation, l'éduqué et l'éducateur. Okay. Donc, absence de force non mesurée qui blesse l'apprenant, qui blesse son référent. Je pense que c'est ça que nous appelons, nous ne disions pas le terme, la non-violence éducative dans le domaine de l'éducation. Et quand on parle d'éducation, il y a éducation dans le cercle familial qui est le premier creuset de l'enfant, à l'école, dans les ateliers et dans la société d'une manière générale. La paix, parce que le travail sans la paix est voué à l'échec, on va dire. Oui. Le concept de la non-violence éducative pour vous, M. Apollinaire Jacquel Haro. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes ici en plein dans ce qu'on appelait la sociologie de l'éducation, développée par Pierre Bourdieu. Et je voudrais avoir d'abord recours à l'étymologie du mot, c'est-à-dire la violence même. Vous savez, la violence, c'est d'abord le caractère de tout ce qui se produit ou se manifeste avec une certaine brutalité, avec agressivité. Et comme le disait tout à l'heure le directeur, on peut parler aussi d'une outrance dans les propos. Tout ça, c'est de la violence. Le mot, je voudrais que le débat, n'est-ce pas, soit assez profond. Vous savez, le mot violence, lorsque vous allez dans le dictionnaire latin, vous allez constater que le même mot, c'est-à-dire violentia, violentia a évolué. Violentia, violence, devient vice. C'est de là que vous avez la force, la puissance. Et violentia, c'est donc le caractère de tout ce qui est agressif, tout ce qui est brutal. Lorsque vous considérez, n'est-ce pas, le mot sous ces différents aspects, eh bien, cela vous permet de comprendre que quand on parle de nos violences en milieu scolaire ou dans le cadre éducatif, c'est donc l'absence de tout ce qui, dans la construction du savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-agir, ici je m'inscris dans l'APC, c'est-à-dire dans le contexte béninois, eh bien, c'est l'absence de tout ce qui peut
agresser l'enfant dans la manière dont on l'amène à acquérir le savoir. La manière dont, n'est-ce pas, on lui permet de faire face à la vie. Parce que éduquer une personne, n'est-ce pas, c'est l'aider à faire face à la vie. Voilà. C'est l'aider à apprendre, évidemment, la vie, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Exactement. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport au concept de la non-violence éducative. Est-ce qu'on peut se permettre de se poser la question d'où nous vient le concept en réalité? Oui. En fait, vous savez, c'est à partir des différentes exactions. Parce que lorsqu'on prend le mot éduquer, c'est formé du préfixe ex, qui veut dire hors de, et du ducere, qui veut dire conduire. Alors, quand on dit éduquer quelqu'un, c'est le conduire, n'est-ce pas, d'un état à un autre. Vous voyez? Et pendant longtemps, les gens ont compris que on ne peut pas éduquer une personne, on ne peut pas l'aider. C'est-à-dire, on ne peut pas construire le savoir sans passer par la force. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le mot violence, lorsque vous allez au dictionnaire, vous allez voir que ça vient de vice, qui veut dire force, la puissance. Donc les gens ont compris qu'on ne peut pas éduquer une personne, n'est-ce pas, sans la violence, sans le châtiment. Sans le forcing. C'est ça. C'est-à-dire parce qu'on dit on fait violence à. Vous voyez, faire violence à quelqu'un, c'est le contraindre. Le contraindre, évidemment, à prendre une certaine direction. Mais il a été constaté que pendant longtemps, il y a eu assez d'exagération. C'est-à-dire, nos éducateurs, en ayant recours à la force, ont dû déscolariser un certain nombre d'apprenants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la violence dépasse certaines normes, eh bien, ça produit des chocs psychologiques. Absolument. Et l'apprenant, n'est-ce pas, dérouté, parfois se bloque. Et quand il n'est pas bloqué, c'est qu'il peut abandonner les cours. Ou alors garder des séquelles à vie. Pour éviter. Donc, c'est un peu suite à ces dérapages, à ces constats, en fait. Ces constats que, eh bien, à partir de certains tests, certains États ont commencé à dire il faut la non-violence dans les écoles. Absolument. La non-violence, on a commencé à prôner la non-violence. Donc ça a commencé par les écoles. Ça a commencé par les écoles. Et un peu plus tard, c'est allé au sein du cercle familial et ainsi de suite. Directeur Patinvo, oui, je rappelle évidemment aux uns aux autres qu'on en parle aujourd'hui parce qu'en fait c'est la journée donc de la non-violence éducative, pour coller avec cette célébration-là. Je parlais évidemment je demandais qu'on se pose la question sur d'où nous vient donc ce concept-là, pour mieux comprendre pourquoi on en parle aujourd'hui. Pas besoin de donner des précisions. C'est un concept qui nous vient d'Europe en réalité, puisque les réalités africaines, on les connaît. On a tous été éduqués d'une certaine manière, que ce soit à la maison ou à l'école. Et donc, c'est un concept qui nous vient évidemment de l'ailleurs. Et il s'agit pour nous, donc, au travers de cette mini-discussion, de voir aussi dans quelle mesure on peut procéder à son application dans le contexte béninois, dans le contexte africain. Donc, entrons dans ce vif de la discussion, sinon du débat. Dans le contexte béninois, cette non-violence éducative prônée, évidemment, et qu'on souhaite à tout prix, peut-elle être appliquée? On va peut-être commencer par le cercle familial, si vous le voulez bien. Le cercle familial. Dans le cercle familial, directeur Patinvo, la non-violence éducative. Peut-on éduquer aujourd'hui nos enfants sans y mettre de la violence, sans y mettre de la force, si on a bien compris les explications des uns des autres sur ce plateau? Mais je pense qu'on peut y arriver si on a de la volonté. Oui. La volonté, premièrement, à savoir que mon apprenant, mon enfant, a une personnalité qu'il faut considérer. Et brutaliser cette personnalité, comme l'a dit l'inspecteur tout à l'heure, c'est fermer au monde. Il ne pourra pas s'exprimer. Et on n'arrivera pas à découvrir toutes ces dimensions. Alors, le premier facteur que moi je vois pour adapter cela à la famille, c'est que le père et la mère doivent être d'abord éduqués à certaines valeurs.
C'est-à-dire l'un et l'autre ont reçu différentes éducations. Alors, ils doivent savoir que leur mise ensemble est une éducation, est une école. Et il doit être, le premier facteur, il doit être patient. Savoir que je veux découvrir l'autre. L'autre a à me découvrir. Et notre découverte ensemble sera une troisième éducation que nous allons construire dans la paix. Et il faut témoigner de l'amour et de l'affection à son partenaire. Donc, par ricochet, à son enfant. Ce n'est pas un secret de polichinelle, rien que par le sourire, rien que par le dialogue, rien que par l'écoute de l'autre. On n'a pas besoin d'aller dans la violence verbale, dans la violence physique, le châtiment, non, non, non. S'asseoir. Il y a quelque chose que j'ai toujours appelé le devoir de s'asseoir. Accepter que l'autre me dise mes travers et l'accepter, réfléchir. Et je pense qu'en famille, on pourra le faire. Il faut aussi éviter, quand on est mécontent, de vouloir continuer l'acte d'éducation. Quand je vois que je suis vexé, je ne suis pas content, je me range d'abord, je m'éclipse de mon partenaire, de mes enfants, et c'est quand j'ai la joie au cœur. Parce qu'on ne serait éduqué sans être joyeux soi-même. Tu as beau posséder le livre, si tu n'es pas dans un état psychologique prêt à donner de joie, tu ne pourras pas faire chose. Il faut aussi témoigner de l'amour vis-à-vis de son éduqué, de son enfant. Il faut le complimenter. Il faut le complimenter, j'ai dit tout à l'heure, l'écouter. Il faut fixer avec lui des objectifs. Et s'il n'arrive pas à satisfaire ces objectifs-là, avoir la patience de revenir. En éducation, il y a quelque chose qu'on appelle rémédiation, redimensionnement, réécouter. Et la répétition est à l'art de la pédagogie. Il faut avoir la patience. Si on veut faire un homme futur non violent, il faut avoir la patience de revenir. C'est pourquoi Louis Biraghi a dit aux méthodes sévères d'une éducation basée sur la force de la punition. Lui, il oppose des méthodes formatrices, le sourire visant plutôt la prévention que la correction de l'erreur. Et évidemment, il y a la pédagogie de l'erreur. Si l'homme ne fait pas d'erreur, on ne saurait, en connaisseur, le corriger. Donc, corriger l'enfant. Donc, accepter parfois l'erreur de l'enfant et docilement, tranquillement, avec joie, aller vers cet enfant-là et vers cet apprenant pour lui donner une correction qu'il faut. Et il faut être modèle soi-même. Constituer un modèle, évidemment, pour l'apprenant, pour l'enfant, pour l'éduquer. Je suis présent, je dis à l'enfant, va dire à l'invité qui vient, que je ne suis pas là. Vous voyez, juste un exemple. Hein. Ce n'est plus un exemple, donc je m'en arrête. D'accord, merci directeur pour cette directive-là. L'applicabilité évidemment donc, du concept de la non-violence éducative dans le contexte béninois. Votre avis sur la question, est-il possible pour, je prends un exemple, hein, le directeur Patinvo qui a évidemment connu l'éducation qu'il a connue, d'éduquer son enfant aujourd'hui. Alors, peut-être c'est un exemple que je prends mal, puisque, évidemment, il est conscient de tout cela. Mais je prends un Béninois lambda, d'accord, hein, qui a peut-être la trentaine, la quarantaine. On peut imaginer, évidemment, l'éducation qu'il a reçue. Est-il possible pour cet individu-là, aujourd'hui, dans le contexte béninois, d'éduquer son enfant sans avoir recours à la violence? Et là, on ne parle pas que de violence physique, évidemment. On parle aussi de violence verbale, voilà, psychologique, morale et autres, donc des invectives et autres. Vous savez, nos parents, ils sont champions en la matière. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je crois que on enseigne réellement que ce qu'on est. Et nous devons commencer à faire l'effort, n'est-ce pas, de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Nous parlons de grandes nations, de grandes sociétés. Eh bien, le sont-elles devenues du jour au lendemain? On dit souvent que la marche est une série de chutes. L'éducation, à travers la non-violence, doit forcément passer par ce que j'appelle le dialogue. Le dialogue. La communication. La communication. C'est ce qui manque essentiellement à quelques parents. On n'a pas assez de temps pour discuter avec l'enfant et on veut tout régler par la force.
il y a ce rapport justement de force hein, avec Voilà. l'enfant, c'est le parent qui est le dominant, et l'enfant qui est le subordonné, l'enfant qui est tenu d'exécuter. Hein. Alors qu'en réalité, il faut déjà considérer l'enfant dans sa personnalité. Justement. Chaque enfant, n'est-ce pas, vient au monde avec une certaine personnalité. Et respecter sa dignité. Et respecter sa dignité. humain. Parce qu'il est en plein devenir. Il est appelé aussi à devenir quelqu'un. Quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, que la plupart des enseignants, il leur arrive, n'est-ce pas, de se voir dépassés par leurs enfants dans la rue. Leurs élèves qui viennent. Oui, justement. Pourquoi? Alors, Parce qu'à un moment donné, l'enfant ou l'élève n'a pas apprécié la manière dont on lui a inculqué le savoir en classe. en classe. Donc, moi je dis, dans le langage, parce qu'on dit le verbe est créateur, le langage déjà a une force. Le langage a une force. Et vous savez, on dit, par exemple, pour indiquer le sens d'un mot, je suis obligé de faire recours, n'est-ce pas, au latin pour que vous compreniez un peu la profondeur de ma pensée. On dit, par exemple, pour découvrir l'idée abritée sous un mot, le latin l'exprime par, on dit, vis subiecta vocibus. C'est-à-dire que la force du langage. D'accord. Alors, le langage a déjà une force. Et pourquoi passer par les services corporels, forcément, pour inculquer un savoir? Donc, je dis, lorsque vous avez priorisé le dialogue, lorsque vous avez identifié le langage de l'enfant, parce que les enfants, ils ont tous un langage. Et lorsque, justement, vous leur parlez ce langage, ils comprennent. Nous devenons ici parents sans réellement, n'est-ce pas, aller à l'école de la famille. La famille, en fait, il faut aller à son école. Il faut aller à son apprentissage. Forcément. Et si nous aspirons, je le dis, à devenir une grande nation, il va falloir que, avant de devenir parents, que les gens, sur certains cours, comprennent le schéma dans lequel on peut rester, le paradigme, pour éduquer un enfant afin que cet enfant ne devienne pas un cas pour la société. D'accord. À vous entendre, évidemment, donc la chose est possible, la chose est faisable. Est-ce qu'on peut prendre un cas précis, disons, un enfant, d'accord, qui tape sur son frère, ok, ou qui revient des cours et avec sa tenue, par exemple, dans un état vraiment pas approprié, ok, on se rend compte évidemment peut-être qu'il allait s'amuser, qu'il a sali sa tenue kaki. Quel est le comportement que le parent devrait adopter ou avoir vis-à-vis de cet enfant-là pour ne pas faire preuve de violence, qu'il s'agisse de violence physique comme verbale? Directeur, en deux mots? Je pense que l'enfant qui taquine son frère exerce son affection au frère peut-être pas de la bonne manière. De l'affection quand on tape, c'est ça? Je viens. Je viens. Oui, venez justement. Là où il y a des hommes, il y a des hommeries, dit-on. Oui. Donc c'est humain. Mais si les parents, l'inspecteur l'a dit tantôt, si les parents trouvaient le temps de s'amuser, de parler avec les enfants, de montrer que X, Y sont des frères et qu'il faudrait les affectionner. Et s'ils sont eux-mêmes des exemples, père et mère, ils s'amusent, ils ne se taquinent pas. Parce que l'enfant est le père de l'homme. C'est tout ce que nous... Tout ce que l'enfant voit, nous sommes le miroir de l'enfant. Il applique. Donc si nous ne développons pas cette attitude de taquinerie en parole et dans les actions, et nous assistons, nous dialoguons, je suis sûr que nous ferons de beaux enfants qui ne vont pas se taquiner. Et si on en vient à cet enfant-là qui taquine, dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, il faut dialoguer avec lui, lui montrer que ce n'est pas bien. L'enfant qui est revenu sale, est-ce que demain... Tout crotté, tout sale. Tout crotté. Est-ce que demain, tu pourras aller à l'école avec ses tenues, en supposant qu'il n'en a qu'une seule. Voilà. Le maître, est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'à l'école... C'est pourquoi j'ai dit il faut avoir des objectifs, des principes. Et si vous-même vous présentez propre chaque fois, je pense que votre enfant va vous imiter. Donc le parent est toujours l'exemple que l'enfant suit. Donc par rapport aux taquineries, dialoguer avec l'enfant. Et peut-être qu'il a un essai de force
qu'il exerce sur son frère. Alors, il faut l'occuper. C'est ce qu'on nous a dit. Autrement, pour qu'il déplace cette force à faire autre chose qu'à taper sur son frère, par exemple. Pour aller un peu plus vite, on va peut-être prendre un autre cas. Hein, donc, cette fois-ci, dans le contexte, on va dire, de l'école, ok, puisqu'on, je pense qu'on a vidé un peu le sujet. En tout cas, on a dit l'essentiel par rapport au cadre familial. Alors, à l'école, disons qu'on a un enfant, par exemple, sinon un apprenant qui est assez, on va dire, un animateur de classe, comme les enseignants aiment les appeler, ok, qui est toujours en train d'envoyer la petite blague, de bavarder, ok. Ce genre d'enfant qui, en plus, eh bien, n'a pas de bonnes notes en classe. Comment on le recadre? Comment ça se gère? Généralement, qu'est-ce que moi je dis à mes élèves? Je dis, eh bien, ce que vous serez demain, vous le façonnez dès aujourd'hui. C'est-à-dire que votre devenir est déterminé par votre comportement présent. Présent. Et je crois que généralement, lorsque je le dis, ils comprennent. Et j'aime bien aussi qu'à travers certains jeux, n'est-ce pas, lorsque l'enfant a trop d'énergie, qu'on l'aide à une certaine catharsis. Justement. Qu'il se défoule. Parce que, on va dire, un meilleur emploi de cette énergie. Les gens, il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas encore l'utilité des jeux dans la vie des enfants. Je crois qu'en Afrique, c'est autant de choses qui nous manquent. Et moi, je crois qu'en classe, à travers le comportement du maître, du professeur, les élèves, ce sont de grands psychanalystes. Ils nous observent beaucoup. Ils observent beaucoup. Ils nous observent beaucoup. Ils copient beaucoup. Ils copient. Donc, en fait, on ne devient adulte qu'à travers la somme, n'est-ce pas, de l'éducation reçue de tel ou tel maître, de tel ou tel Pour revenir, professeur. parce que je tiens à avoir quand même une réponse précise à mon interrogation. Un apprenant donc qui n'a pas de bonnes notes en classe, qui n'apprend pas ses leçons, à chaque fois qu'on le désigne pour réciter ses leçons, il passe toujours à côté. Et en plus, c'est un bavard. C'est toujours celui qui anime donc le cours. Directeur Patingo, comment vous gérez ce genre d'enfant sans avoir recours à la violence à un certain moment? Non, vous allez appeler cet enfant la pestalose. Ok. Il a la parole facile. Facile. Mais il anime, mais le résultat n'est pas concluant. Je pense que il y a la méthode, parce que je connais le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la manière de la transmettre. Au primaire, aujourd'hui, à partir du CE1, il y a des corrects, le profil de l'enfant que je veux former. L'inspecteur sait ce que je dis. Quand je sais le profil de l'enfant que je veux former, et l'enfant vient avec peut-être des tares et des valeurs. C'est la dialectique de la vie. Alors, parlant de cet art, je pense que je développe moi-même le contraire de cet art, obligatoirement. Maintenant, de ces valeurs, je le complimente et je fais de vrais compliments à l'enfant. Et je l'accompagne. Alors, quand il n'arrive pas à réussir, par exemple, il n'arrive pas à apprendre ses leçons, pourquoi ne pas transformer ces leçons en questions? Avec lui, s'amuser avec lui, apprendre ses leçons. Parce que, bon, je ne l'ai pas appris quand j'étais en fonction, mais à travers mes lectures, mes recherches, aujourd'hui, vraiment, je prends la leçon avec l'enfant et avec chaque phrase, je transforme ça en questionnaire. Je transforme ça en dessin. C'est peut-être un enfant qui a l'éducation visuelle. À travers un dessin, il s'exprime mieux. À travers l'écrit, à travers un jeu, comme l'a dit l'inspecteur. Donc, je l'accompagne dans sa spécificité. Là, je pense que je pourrais... On serait le meilleur. On serait le meilleur. En fait. En dialoguant avec lui et en étant exemple. Je dis toujours exemple. Ce faisant, évidemment, on se rend compte, oui, il y a possibilité d'y arriver seulement. N'oublie pas tant que dans nos salles de classe, par exemple, on a une trentaine, une quarantaine, une soixantaine parfois. L'enseignant a-t-il le temps de s'occuper de chaque cas, puisque chaque élève, chaque apprenant vient avec justement ses prérequis, à savoir l'état, les valeurs. Est-ce que l'enseignant a le temps de s'occuper, intuitif personnalisé, donc de chaque élève? C'est là la grosse interrogation. Pour finir, parce que là, on est sur la fin. Okay. Et je crois qu'il faut comprendre que on ne peut pas éduquer un enfant sans passer par la famille. Lorsque vous êtes confronté à certaines difficultés, il ne faudrait pas hésiter à faire appel recours à la famille.
Vous avez souligné un aspect et vous êtes en train de vouloir savoir, n'est-ce pas, vous parlez de la pléthore des effectifs dans les classes. Justement. Vous savez, c'est un ça problème. nous permet de comprendre que nos États africains ont du pain sur la planche. Pain sur la planche. Voilà. Beaucoup de pain d'ailleurs. Beaucoup de pain sur la planche. Sur très peu de planches. Oui. Parce que la manière dont on construit un savoir dans une école privée de renom, n'est-ce pas, est différente de la manière dont elle se construit dans le cours public. Voilà. Merci. On a donc eu une petite discussion, on va dire, autour de la thématique de la, sinon du concept, voilà, de la non-violence éducative, tant donc on va dire dans le cadre familial, mais également dans le milieu scolaire. Pour coller avec la célébration de la journée de la non-violence éducative, on va inviter les uns et les autres, hein, que ce soit parents, enseignants et autres, à faire preuve quand même, voilà, de beaucoup de, on va dire quoi, de savoir-faire, de savoir-être, et cultiver, voilà, obstination, patience, cultiver la non-violence. Le dialogue, il s'agit autant de violence physique que de violence morale. Voilà. Directeur, vous avez envie d'ajouter un petit truc? Non, c'est juste soigner sa propre personne et son estime. Être un modèle. Et dites régulièrement à votre enfant que vous l'aimez, sans condition. Et ne comparez jamais un enfant à un autre et le vôtre à celui du dehors. Non, il a une spécificité que vous devez. Il faut travailler sur cette dans spécificité. Le dialogue, dans le devoir de s'asseoir. Je pense que la discussion se poursuivra très certainement, chers amis, sur l'autre école avec Loris Folie d'Avor. Hein. Vous savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi entre 17h et 18h. L'autre école, justement, au travers de laquelle vous apprenez de nouvelles choses. Inspecteur, merci. Je rappelle, vous êtes donc l'inspecteur Apollinaire Jacquel Haro, socio-anthropologue, et en face, le directeur Patinvar Euseb, qui n'est plus à présenter. C'était Convainc-moi de ce jour.